dossier GSPR accommode Jean-Claude Bouda et l'affaire 70 millions de francs CFA pour classer le dossier Armand Bewende. Des dossiers de crimes économiques et financiers passés au crible ce jeudi. Le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouagadougou était face à la presse. Aruna Yoda veut faire de la transparence son cheval de bataille. Les syndicats en lutte contre la baisse du pouvoir d'achat des travailleurs durcissent le ton. En assemblée générale cet après-midi à Ouagadougou, ils décident de la tenue de meetings et de grèves sur l'ensemble du territoire national. Des mouvements prévus pour débuter le 4 juillet prochain. Au Mali, l'opposition refuse la main tendue de Ibeka. Le mouvement du 5 juin va descendre dans les rues demain vendredi pour dénoncer à nouveau la gestion du pouvoir par Ibrahim Boubacar Keïta. Bonsoir, soyez les bienvenus à cette session d'information. Sa sortie était très attendue. Il a parlé ce jeudi. Le procureur du Faso, Aruna Yoda, était face à la presse, saisi de plusieurs affaires de crimes économiques et financiers. Il a présenté ce matin les résultats des enquêtes préliminaires. Bien évidemment, les dossiers Jean-Claude Bouda et Armand Bewende ont dominé cette sortie médiatique. Plus de précisions avec Juliette Tougri et Rémi Lambert-Nébier. Saisi du dossier après un article de presse et des enregistrements audio qui font le tour de la toile, l'enquête ouverte par le parquet du tribunal de grande instance de Ouaga 1 pour élucider l'affaire dans laquelle des magistrats ont réclamé 70 millions de francs CFA au maire de Ouagadougou pour classer ses poursuites judiciaires révèle quelques éléments probants. Les faits sont qualifiés de tentative d'escroquerie et les mises en cause sont explicitement désignées. À la clôture de l'enquête, aucune charge n'a été retenue contre Sané Moussa. Par contre, Sawadgo Narcisse et Barayan Alassane, qui du reste reconnaissent les faits, de même que le contenu des enregistrements audio effectués par le maire, ont été poursuivis pour tentative d'escroquerie et pour diffamation suivant la procédure de flagrant délit. La poursuite de l'infraction de diffamation contre eux fait suite aux plaintes de M. Bonkungu Dieudonné, M. Zerbo Émile et M. Kwanda Daouda. Selon le procureur du Faso près le tribunal de grande instance de Ouaga 1, les faits de tentative d'escroquerie sont confortés par le fait qu'aucun juge d'instruction n'est saisi du dossier pour l'instant, contrairement au dit du magistrat Narcisse Sawadgo dans l'un des enregistrements sonores. Mais qu'en est-il de l'implication du maire Armand Bewende dans cette affaire d'escroquerie? Au regard de la nature de l'infraction, dans la tentative d'escroquerie, nous avons d'une part des acteurs et d'autre part des victimes. Vous comprenez donc que dans cette affaire, la victime présumée est le maire et les acteurs de l'infraction, ce sont les personnes qui sont actuellement poursuivies et sous mandat de dépôt. Donc, il faut retenir que le dossier des 77 véhicules est toujours en cours d'enquête. Quant à l'ex-ministre de la Défense, interpellé et déposé à la maison d'arrêt de correction de Ouagadougou le 26 mai dernier, du fait de la valeur de ses investissements par rapport à ses revenus licites, il est poursuivi pour des faits de délit d'apparence et de blanchiment de capitaux. Pour accumuler un patrimoine de 252 845 115 francs CFA en 3 ans de fonction ministérielle, il devrait avoir un revenu mensuel de 7 023 475 francs CFA, alors qu'il avait un salaire de 1 023 320 francs CFA. Cette situation laisse penser qu'il a économisé plus que son salaire mensuel et laisse entrevoir des faits de délit d'apparence et de blanchiment de capitaux. Les documents produits pour justifier des apports ne semblent pas avoir une force probante, ce qui laisse penser à de faux documents établis à dessein pour les besoins donc de la cause. Du reste, M. Bouda a soutenu l'existence de certains apports, tant en nature qu'en numéraire, sans pouvoir apporter la preuve. Cependant, le juge d'instruction s'est déclaré partiellement incompétent sur les faits de fausses déclarations d'intérêts et de patrimoine qui pèsent également sur l'ex-ministre de la Défense.
À la présidence du faisceau des gendarmes du groupement de sécurité et de protection républicaine GSPR se sont rendus coupables de rémunération sur la base de faux ordres de mission. 5 334 000 francs CFA ont été indûment perçus et on en sait mieux sur les rouages de ce deal qualifié de faux et d'usage de faux en écriture publique, d'escroquerie, de complicité et de blanchiment de capitaux. Les éléments incriminés, tous gendarmes, reconnaissent les faits et disent avoir perçu des montants variant entre 700 000 francs et 1 480 000 francs CFA. Ces frais de mission ont été perçus par les agents commanditaires au détriment de ceux-là même dont les noms figurent sur les ordres fictifs de mission, ces derniers se contentant de gratification. Au total, 7 ordres de mission réguliers ont été établis et ont abouti à la perception de la somme de 5 334 000 francs CFA. Selon Aruna Yoda, son parquet a également mis en examen, sans placement en détention, l'actuel directeur général adjoint de la douane, directement impliqué dans une affaire d'achat et de mise en valeur de 15 parcelles dans la capitale et dont le coût est estimé à 1,3 milliard de francs CFA. La lutte de la coalition des syndicats contre la baisse du pouvoir d'achat pour les libertés et la bonne gouvernance entre dans sa phase active. Après une large concertation des différents responsables syndicaux ce jeudi à la Bourse du Travail de Ouagadougou, une batterie de mesures est annoncée dès le samedi 4 juillet. Meeting dans toutes les régions du pays. S'en suivront des grèves les 8 et 9 juillet et il devrait en être ainsi jusqu'au mois d'octobre en cas de non-satisfaction de la plateforme revendicative. Roméo Kweta. Après plusieurs heures de concertation, c'est presque triomphalement que les responsables syndicaux rejoignent leurs camarades qui patientaient sous les tentes pour livrer les stratégies de lutte. Une lutte qui se veut graduelle. Un meeting sur toute l'étendue du territoire national dès le samedi 4 juillet, suivi d'une grève de 48 heures les 8 et 9 juillet prochains. Fini alors les discours selon la coalition, place aux actions sur le terrain. Le samedi matin à 8 heures, nous invitons l'ensemble des provinces et des régions à tenir dans toutes les localités des meetings. Et ils vont livrer le message que nous allons leur envoyer. Et ce meeting doit être un élément pour préparer les journées de grève du mercredi 8 et du jeudi 9. Nous avons dit, comme Néa vient de le dire, que c'est des éléments à court terme. D'ici, nous allons engager ces mots d'ordre de grève. Nous allons continuer de réfléchir pour voir, à partir de ce temps, jusqu'au mois d'octobre, ce qu'il faut faire. Si nous dégageons et nous publions tout ce soir, les gens peuvent nous dévancer. Nous allons avancer pas à pas. Mais nous disons que ceux qui se sont précipités s'assoient dans un conseil de ministres pour dire que l'année est terminée. Je ne sais pas si dans le dictionnaire terminé a deux sens. Et qui croient que parce que des enfants ne sont pas à l'école ou des anciens ne sont pas regroupés, ils ont gagné. Nous, nos actions vont se dérouler à partir d'aujourd'hui et enchaîner au mois d'octobre en allant. Mais maintenant, il n'y a pas à dire que, comme d'ici octobre, ça peut chauffer, on fait un remaniement gouvernemental et quelqu'un vient s'asseoir pour dire, bon, comme lui n'était pas là, il ne connaît pas le dossier, vous êtes déjà prévenu à partir de ce jour que nous avons démarré et on ne va plus s'arrêter. La lutte est ainsi entrée dans sa phase pratique et ne prendra fin que lorsque les points de revendication seront satisfaits, prévient les syndicats. Il s'agit entre autres de la suspension de l'UTS, l'impôt unique sur les traitements et salaires, sur les primes et indemnités, le rétablissement des salaires coupés de leurs militants et la levée des sanctions contre les agents des impôts revoqués de la fonction publique. La coalition syndicale veut aussi durcir le ton à l'instar du gouvernement qu'elle accuse d'être engagée dans une dynamique de répression du mouvement syndical plutôt que de tenter de résoudre les préoccupations des travailleurs. Ces syndicats en lutte se sont également autosaisis de la situation des journalistes et des médias privés, dont certains ont été sanctionnés par leurs employeurs pour avoir participé à un point de presse pour exiger de meilleures conditions de vie et de travail.
Nous n'allons pas admettre qu'on envoie des hommes de presse pour aller faire leur travail et ils sont obligés d'utiliser leurs propres engins, il leur manque du carburant, il leur manque du tout. Les clochardiser. Ça veut dire quoi? On casse davantage un plié qui est capable d'éduquer le peuple burkinabé. Comme les gens ne veulent pas la bonne information, ils ne veulent pas qu'on dise la vérité. Par conséquent, ces presses-là, il faut les clochardiser. Nous disons devant tout le monde ici qu'il n'est pas question. Et dans les mots d'ordre à venir, s'il faut spécifiquement descendre par rapport à ça, nous allons le faire. La coalition des syndicats en lutte invite ses militants à rester mobilisés. Elle reconnaît que le combat peut être long, mais rassure que la victoire sera certainement au bout de l'effort. Au sein des acteurs de la sécurité alimentaire et de la nutrition, il y a des mécontentements. Conseil national de concertation en nutrition logé au ministère de la Santé. Conseil national de la sécurité alimentaire logé, lui, au ministère de l'Agriculture. Et ce n'est pas tout. On parle d'un projet de décret pour la création d'un conseil national multisectoriel de la nutrition. Trop de structures pour la même cause dénoncent des organisations. Elles sont 13 OSC à s'insurger hier contre ce projet de décret. Majid Bakouan, explication. Ce symposium composé de 13 organisations de la société civile s'insurge contre la politique de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso. Selon eux, le ministère de la Santé a entrepris un processus d'élaboration qui est en phase finale d'un décret pour la création d'un conseil national de nutrition avec ancrage la présidence du Faso. Certains acteurs importants tels le ministère de l'Agriculture et les organisations paysannes ne seraient pas impliqués dans le processus d'élaboration du dit décret, chose inacceptable pour les conférenciers. Une voix de parole. Alors, nous avions dit aujourd'hui, ce n'est pas la structure qui doit dicter le souhait de nous, organisations de producteurs, dans les villages, qui travaillons à donner notre contribution quotidienne à l'atteinte de la sécurité alimentaire. C'est nous qui produisons environ 80% de la consommation de ce pays, c'est nous qui mangeons mal. Parce que simplement, il n'y a pas une synergie vraiment développée, il n'y a pas une implication inclusive de ceux-là qui devront en principe faire partie d'un tel processus. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est pas aujourd'hui, il y a effectivement des structures de trop dans ce pays. C'est quoi ce problème? Les conseils nationaux existants ont déjà montré leurs limites, foi du symposium des 13 OSC. Un handicap qui s'explique selon eux par un manque de leadership entre le ministère de la Santé et celui de l'Agriculture. Plutôt que de créer une autre structure, Marc Gansouré et ses camarades veulent que les choses soient claires. Nous recommandons que le leadership de l'État soit affirmé dans la réforme des institutions de sécurité alimentaire et de nutrition en invitant les partenaires à s'aligner sur les options du gouvernement et pas le contraire. De mettre en place au sein de la primature ou de la présidence du Faso une commission composée des parties prenantes pour une gestion efficace de la question. De prendre en compte les organisations paysannes telles que la Chambre nationale d'agriculture dans les dispositifs décisionnels. La sécurité alimentaire et nutritionnelle est une question de souveraineté nationale et les conférenciers estiment qu'un partenaire qui qu'il soit ne devra pas décider pour le Burkina Faso. Le ministre en charge de l'industrie, lui, poursuit sa série de visites dans des unités industrielles. Mardi dernier, 2 unités qui s'investissent dans des domaines très peu explorés jusque-là par les Burkinabés ont reçu la visite de la délégation ministérielle. Il s'agit de la production de plaques solaires et de médicaments. Faso Énergie et Profarm, 2 exemples qui apportent un plus à l'industrie burkinabé. Arsène Konditambi. Des plaques solaires made in Burkina Faso désormais disponibles sur le marché. Derrière cette initiative, l'entreprise Faso Énergie. Ces plaques solaires entièrement conçues dans son usine de la zone industrielle de Kosodo répondent aux normes internationales en vigueur. Le coût de cet investissement est estimé à environ 4 milliards de francs CFA pour la première étape. Capable de produire des panneaux très haut de gamme avec des éléments qui sont certifiés par des normes internationales. Et notre personnel aussi est formé pour cela.
Et donc la différence, comme vous le dites, entre une plaque qui vient d'être fabriquée Faso Énergie et une plaque ordinaire, c'est qu'on a des garanties sur 25 ans. Donc de produire local, de consommer local, donc c'est ce qui nous permettra de remporter tous les challenges qui nous attendent par la suite au niveau du défi de l'électrification du Burkina Faso. Le ministre en charge du commerce se réjouit de cette réalisation qui répond aux besoins du marché burkinabé. Ça profite directement parce qu'on va avoir donc des panneaux sur les deux qualités. Un avantage indirect parce que des PME qui ont besoin de fonctionner avec ces panneaux-là pourront avoir accès donc à l'énergie. Et comme ça, dans les différents villages, ils auront aussi accès à des emplois. Parce que sans énergie, à un moment donné, dans le monde rural, il y a un certain type d'emploi qu'on ne peut pas mener, qu'on ne peut pas développer. Comme Silga, Profam veut apporter sa contribution dans la production de médicaments. Des gélules et divers types de comprimés vont sortir de cette usine d'ici fin août 2020. L'État burkinabé appuie les promoteurs à travers des exonérations fiscales d'environ 7 milliards de francs CFA sur 5 années. Pendant les 5 ans, il y a certains types d'impôts effectivement donc qu'ils ne payeront pas pour les permettre effectivement donc j'allais dire donc de rembourser effectivement donc les emprunts et tout le reste et bien entendu de maintenir donc les emplois. Donc l'État ne remet pas de l'argent liquide, l'État effectivement fait des exonérations sur la base donc du coût des investissements, notamment eux ils bénéficient donc du régime C. C'est très important. L'accompagnement de l'État est un accompagnement qui est permanent, qui est constant et qui est situé à hauteur du niveau d'investissement. On peut avoir les premiers médicaments ici autour de fin août, mais il faut comprendre qu'on ne peut pas les mettre sur le marché immédiatement à fin août. Il faut bien faire un certain nombre de validations et avoir les autorisations de mise sur le marché pour pouvoir les commercialiser ensuite. Cette usine va coûter environ 7 milliards de francs CFA. Au démarrage de la production, elle aura besoin d'une quarantaine d'employés, mais à terme, plus de 100 emplois directs vont être créés. L'industrie minière, elle, s'investit dans la recherche contre la Covid-19. La Chambre des mines du Burkina offre 15 millions de francs CFA au CNRST, le Centre national de la recherche scientifique et technologique. Justin Amonto. 15 millions de francs CFA. C'est la contribution de la Chambre des mines du Burkina Faso pour soutenir la recherche contre la Covid-19. Le chèque est remis au Dr Roger Nébier, délégué général du Centre national de la recherche scientifique et technologique. Nous avons jugé qu'il était opportun de leur apporter une contribution parce que ce sont des chercheurs qui travaillent dans l'ombre pour trouver des traitements à cette maladie. Au-delà de cela, il y a une collaboration qui existe entre le Centre national de la recherche scientifique et technologique et la Chambre des mines du Burkina. Donc aujourd'hui, ce geste symbolique, nous espérons qu'il va apporter un peu de moyens pour leur permettre de travailler et de trouver le médicament pour la lutte contre le Covid. Mais nous pensons aussi que nous allons continuer cette collaboration par la signature d'un protocole d'accord qui va nous permettre de collaborer et de relever les défis du moment. C'est un grand jour pour la grande famille CNRST et parce que le geste fait par la Chambre des mines, représentée ici au plus haut niveau par son directeur exécutif, c'est un geste tout à fait louable qui vient contribuer au panier au niveau national, surtout annoncé par son Excellence, Monsieur le chef de l'État. Donc ça permettra au CNRST d'effectuer un certain nombre d'investigations allant dans le sens souhaité par la Chambre des mines. La Chambre des mines réaffirme son engagement dans ce combat contre la pandémie qui impacte les activités des Burkinabés. La lutte contre la Covid-19, c'est aussi et avant tout une question de respect de mesures d'hygiène. À Sili, dans la Sicile, l'ONG Développement Association pour la paix et la solidarité mène le combat. Déféquer à l'air libre est désormais banni dans cette commune rurale. L'engagement des populations à maintenir leur cadre de vie sain et propre est total. Et pour leur permettre de maintenir le cap, l'ONG a fait don de kits d'assainissement à 27 villages de la commune. C'est la pérennisation de 4 années d'action dans la localité. Rémi Lambert-Nébier. Dans cette commune de Sili, dans la province de la Sicile, les questions d'assainissement font l'objet d'un engagement communautaire. La fin de la défécation à l'air libre fédal est déclarée dans 27 des 31 villages de la commune.
Le résultat de 4 ans d'efforts conjugués entre les autorités locales et l'ONG Développement Association pour la paix et la solidarité ONG DAPS. L'insalubrité et le manque d'hygiène sont désormais à bannir dans la commune de Sili et l'ONG DAPS veut consolider la dynamique par le don de kits d'assainissement à chacun des 27 villages fédales. C'est justement pour accompagner les efforts des villages parce que l'approche est sans subvention, c'est-à-dire tous les efforts qui ont été faits par la force des bras donc des communautés, donc sans accompagnement financier. Et c'est la raison pour laquelle nous pensons qu'il est bon de les encourager avec ce kit. La réception de ce matériel composé de poubelles, de balais, de râteaux, de pelles et de brouettes est un nouveau défi lancé à ces populations qui s'engagent à maintenir le cap. C'est une motivation de plus pour nous. Avant, nous nettoyons le village avec des dabas et des balais ordinaires. Bien vrai que ce que nous avons reçu est peu, mais ça devient plus simple et nous espérons d'autres dotations de l'ONG pour maintenir notre village propre. La mentalité, vous savez que c'est pas facile. De fait qu'à l'air libre, d'autres disent que il y a de l'air, c'est bon. Mais ils ont constaté eux-mêmes qu'avec les réalisations de WC, ils se sentent même mieux à l'aise et les maladies sont en baisse, diarrhétiques et autres sont en baisse. Cette année, il y a une femme même qui a témoigné que non, maintenant elles peuvent utiliser les légumes qui poussent aux alentours des maisons parce que c'est propre. Donc déjà, je peux dire que c'est un changement. Pour préserver les acquis du projet, l'ONG DAPS et la municipalité ont déjà prévu un processus d'accompagnement. Il y a des comités qui ont été mis en place dans les villages, les CAVQ, comités d'assainissement villageois, qui sont composés donc des membres de la communauté et qui ont été formés. Et c'est eux qui ont travaillé à ce que le village atteigne le statut de fin de défécation à l'air libre. Et ils vont continuer leur travail parce qu'ils ont été renforcés et outillés. Donc ils sont permanents dans le village. Même si l'ONG se retire, cette structure reste dans le village et continue son travail. Parce que c'est là, en tout cas, nous allons essayer de voir avec le conseil municipal pour voir quelle motivation on peut motiver en tout cas ces CAVQ-là pour qu'ils puissent en tout cas de façon pérenne en tout cas appuyer vraiment la communauté à maintenir vraiment l'assainissement dans tous les villages de la commune. La pandémie de la Covid-19 est venue rappeler que les règles d'hygiène sont des préalables au bien-être. Pour permettre aux populations de la commune de prévenir et d'endiguer cette maladie, l'ONG DAPS a fait don de kits Covid-19 à 8 CSPS et 36 écoles primaires de la commune de Sili. À Bobo Dioulasso, tête à tête entre responsables de partis politiques et l'AJEA, l'association Jeunesse Espoir d'Afrique. La participation politique des jeunes et des femmes était au cœur des échanges. Que faire pour renforcer cette participation dans la perspective des élections de novembre prochain? Les deux partis ont réfléchi pendant 48 heures. Le point de cette rencontre avec Edith Nikiema, Yeri Julienda et Sotuo Justin Dabili. Réussit l'organisation des élections de novembre 2020 dans un contexte sécuritaire difficile, un défi à relever pour le pays des hommes intègres. Pour l'association Jeunesse Espoir d'Afrique, l'organisation réussie des élections de novembre 2020 ne saurait se faire sans la participation de tous les acteurs de la société civile. Cet atelier a permis à ces jeunes issus de la société civile et des partis politiques de la majorité de l'opposition de discuter avec les secrétaires généraux des partis politiques sur leurs préoccupations et faire des propositions en vue d'une forte participation des jeunes et des femmes aux échéances électorales de novembre 2020. Lorsque nous ferons les constats dans les instances, que ce soit l'Assemblée nationale, au sein du gouvernement ou d'autres instances de décision, nous constatons malheureusement, malgré le dynamisme de la jeunesse sur le terrain, on n'est pas représenté dans ces instances. On s'est posé la question, le pourquoi. C'est pourquoi on s'est dit, sûrement à la base, la jeunesse n'est même pas présentée sur la liste des candidatures. C'est pourquoi nous avons initié ce projet, cet atelier, qui, à travers le B2B entre les différents SG des partis politiques et les militants, pour qu'on puisse répondre à cette question. Pourquoi on n'est pas représenté sur les listes des candidatures, afin que nous soyons élus et assumer pleinement notre rôle dans la vie aussi. Les secrétaires généraux des partis politiques sont unanimes sur la nécessité pour les jeunes et les femmes de participer à la vie politique du pays. Cependant, ils invitent ces derniers à faire leur preuve pour mériter une quelconque place sur les listes électorales. Il faut dire que les jeunes se sont mis trop en arrière, comment on appelle, durant les années
et ils ne veulent pas, comment on appelle, se responsabiliser afin d'attirer l'attention sur les positionnements ou les responsabilités sur les élus locaux. Nous faisons la politique pour essayer quand même de mettre sur table les problèmes de la masse. Alors, donc, il faut amener des hommes qui sont matures. Et quand je parle de maturité, ce n'est pas l'âge. Les participants sont convaincus de pouvoir désormais assumer leur rôle sur la scène politique au regard des conseils qu'ils ont reçus de leurs aînés. Au sortir de cet atelier, nous prenons notre responsabilité, en tout cas, d'assurer notre place dans la scène politique de Burkina Faso. C'est dire que, surtout aux jeunes, on ne doit pas s'asseoir pour dire que non, on veut être maire ou un député gratuitement. Non, il faut se battre. Mais en étant adossé aux aînés et aux papas qui nous ont dévancés. Cet atelier est le 3e d'une série de 4 ateliers qui concernent les régions de la Boucle du Monde, des cascades, des hauts bassins du sud-ouest. Ce projet est financé par l'Union européenne, l'ambassade du Danemark, la coopération suisse avec l'appui technique de l'ONG Diaconia. Au Mali, demain vendredi, nouvelle manifestation de rue à l'appel du mouvement du 5 juin. L'appel au dialogue lancé par le président Ibrahim Boubacar Keïta n'a pas réussi à calmer les ardeurs. La rue va donc encore gronder demain contre la malgouvernance. Roméo Keïta. Et je me réjouis de la perspective de rencontrer bientôt les acteurs du mouvement dit du 5 juin. La main tendue du président malien Ibrahim Boubacar Keïta au leader de la contestation n'aura pas eu l'effet escompté. L'opposition campe sur sa position. Elle exige toujours la démission du chef de l'État malien, dont le mandat court encore jusqu'en 2023. Demain vendredi, le mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques, invite les Maliens à descendre de nouveau dans la rue pour défendre la démocratie qui sera en péril au Mali. C'est un combat légitime, un combat républicain, mais un combat aussi pour le bonheur du peuple du Mali. Et vous avez, mettant en péril le système démocratique, en essayant d'installer une sorte d'oligarchie à la tête de l'État, et comme l'a si bien dit, une gestion familiale, c'est là inacceptable. Et il y a eu une première sortie, nous avons estimé que le président Ibrahim Boubacar Keïta allait aller dans le sens de la sagesse, de la raison, de comprendre que tout ce peuple est sorti le 5 juin pour quelle raison. Et comme une sorte de mépris, il s'est contenté de reconduire son premier ministre. Alors nous avons entendu ce qu'ils ont dit, que nous allons sortir et après nous allons nous essouffler et puis bon, ils continuent. Je crois que c'est un mépris pour le peuple du Mali. Le peuple du Mali est déterminé, démocratiquement, le vendredi, nous allons vous informer au moment opportun et que le président Ibrahim Boubacar Keïta saura que le peuple malien est déterminé pour reprendre sa démocratie, sa liberté et surtout la dignité du peuple du Mali. Les contestataires fustigent le discours à la nation du chef de l'État malien. Un message vide qui n'apporte rien de nouveau dans le contexte sociopolitique et sécuritaire du pays, estime-t-il. L'actuel locataire du palais de Koulouba aurait montré son incapacité à préserver l'intégrité territoriale du pays. Nous sommes frustrés parce que notre pays n'arrive pas à exercer sa souveraineté sur l'étendue du territoire national. Nous sommes frustrés parce que nous sommes tenus par une certaine communauté internationale. Nous sommes frustrés parce qu'on vole les élections. Nous sommes frustrés parce que nos écoles sont fermées. Nous sommes frustrés parce que nous n'arrivons pas à nous soigner. Le mouvement du 5 juin, dirigé par l'imam Mahmoud Diko, n'attend plus faire marche arrière. Ce leader religieux a refusé de rencontrer le chef de l'État. Pendant ce temps, le dialogue est aussi rompu entre la coalition des partis politiques de la majorité et ceux de l'opposition sur la situation du pays. Le point de non-retour semble être atteint. On peut penser que les jours à venir s'annoncent bouillants. S'inquiéter n'enlève rien aux soucis de demain, mais mine plutôt aujourd'hui de sa force. Ça ne sert à rien d'ouvrir votre parapluie avant que la pluie ne tombe. Et remarquez quelque chose, aujourd'hui n'est autre que le lendemain dont vous vous inquiétiez hier.
entre nous, est-ce que les choses vont si mal que cela pour vous en ce moment? N'avez-vous pas exagéré dans le pessimisme? Quoi qu'il en soit, et comme indiqué par Jésus dans l'évangile de Saint Matthieu, personne par ses inquiétudes ne peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine, nous dit le Christ. Merci de rester positif. Je vous souhaite une très belle soirée sur BF. À demain.